Bonjour, dans cette vidéo, je vous invite à découvrir ce que dit l'un des théorèmes les plus étonnants des mathématiques. Mais pour savourer pleinement cette aventure, il vous faut quelques prérequis. Vous devez savoir ce qu'est un ensemble, une fonction, une relation. Essayez de définir ces concepts en termes simples, mais pas simplistes. Ça n'est pas si évident. Ensuite, vous devez maîtriser les bases de la logique du premier ordre. Sauriez-vous répondre aux questions suivantes? Qu'est-ce qu'une formule? Une signature? Une interprétation? Un modèle? Quand peut-on dire qu'une formule est valide? Qu'une formule est conséquence logique d'une autre formule? Il est essentiel que vous compreniez de manière limpide ce qu'est une interprétation. C'est un concept assez abstrait que seulement la moitié de mes étudiants de licence d'informatique maîtrisent en fin d'année. À leur décharge, ils n'ont que 4 heures d'enseignement sur la logique du premier ordre, et lorsque j'étais moi-même à leur place en 1992, ce concept m'avait totalement échappé. J'avais eu une très bonne note en logique, mais sans vraiment m'être approprié intellectuellement les notions que j'utilisais. Enfin, vous devez posséder quelques notions de raisonnement automatique, en particulier savoir ce qu'est un système de preuve complet et une preuve formelle. J'ai mis en commentaire les liens vers les ressources pédagogiques que j'ai créées pour vous permettre d'accéder à ces connaissances. Vous avez les prérequis? Attachez vos ceintures, embarquement immédiat pour un voyage en 8 étapes qui vous réserve de passionnantes découvertes. Lors de la première étape, nous allons parler des entiers naturels. Les entiers naturels, habituellement notés 0, 1, 2, 3, etc., tout comme la fonction d'incrémentation qui permet de compter, existent indépendamment de la logique et de toute théorie axiomatique. Ces objets mathématiques peuvent être définis de manière constructive. Par commodité, on peut représenter les entiers par des mots construits sur un alphabet comportant un seul symbole appelé bâton. L'entier 0 est le mot vide. L'algorithme d'incrémentation, qui produit le successeur d'un entier, ajoute simplement un bâton à la fin de la représentation de cet entier. On peut réaliser un algorithme qui énumère les entiers en insérant l'incrémentation dans une boucle. Ces algorithmes abstraits ne sont pas limités par des contingences physiques. Leur déroulement relève d'une expérience de pensée. L'ensemble grand N des entiers naturels est l'ensemble de tous les mots pouvant être produits par l'algorithme d'énumération initialisé avec le mot vide. La deuxième étape de notre voyage a pour but de définir la notion d'arithmétique standard. La somme de deux entiers peut être définie de manière constructive par un algorithme appelé addition. Cet algorithme place tous les bâtons de la représentation de l'un des entiers à la fin de la représentation de l'autre. On appelle cela une concaténation. Le produit de deux entiers peut être défini de manière constructive par un algorithme appelé multiplication. Cet algorithme remplace chaque bâton d'un des deux entiers par la représentation complète de l'autre. On appelle cela une substitution. La fonction somme, tout comme la fonction produit, existe donc indépendamment de la logique et de toute théorie axiomatique. On s'autorisera à utiliser le mot addition pour désigner la somme et le mot multiplication pour désigner le produit. La multiplication et l'addition que nous venons de définir sont appelées addition et multiplication standard. Elles correspondent aux opérations enseignées à l'école primaire dans tous les pays du monde. Certes, à l'école comme dans la vraie vie, nous utilisons la base 10, mais il s'agit juste d'une différence de représentation. Les algorithmes d'addition et de multiplication en base 10 sont un peu plus compliqués que leurs variantes en représentation bâton que nous venons de voir, et plus efficaces pour faire des calculs avec des grands nombres. Mais ils calculent bien les mêmes fonctions. Ce qu'il est essentiel de bien comprendre, c'est qu'il y a exactement une fonction appelée addition standard et une fonction appelée multiplication standard sur les entiers naturels, à la représentation près de ces entiers. On appelle arithmétique standard
la structure constituée de l'ensemble grand N, de la fonction d'incrémentation, de l'addition et de la multiplication que nous venons de définir. Nous arrivons maintenant à la troisième étape qui présente la notion d'énoncé arithmétique. Un énoncé arithmétique est une formule de la logique du premier ordre avec égalité, sans autre symbole de prédicat, et dans laquelle les seuls symboles fonctionnels qui peuvent apparaître sont suc, add, mul et 0. Dans la suite, nous appellerons l'ensemble de toutes ces formules le langage arithmétique de Peano. Je précise que quand on parle de logique du premier ordre avec égalité, cela signifie que le symbole de prédicat égal s'interprète au sens de l'égalité standard. Chaque élément du domaine d'interprétation est égal à lui-même et seulement à lui-même. L'arithmétique standard peut être vue comme une interprétation particulière de ces symboles fonctionnels pour laquelle le domaine d'interprétation est l'ensemble des entiers naturels. Le symbole 0 désigne l'entier standard représenté par le mot vide. Le symbole suc représente l'incrémentation telle que définie précédemment. Le symbole add représente l'addition standard. Et le symbole mul représente la multiplication standard. Avec cette interprétation particulière, tout énoncé arithmétique est soit vrai, c'est-à-dire satisfait par l'arithmétique standard, soit faux, c'est-à-dire falsifié par l'arithmétique standard. Par exemple, add de suc de 0 et de suc de 0 est égal à suc de 0, que nous appellerons énoncé E1, est vrai dans l'arithmétique standard. Cet énoncé peut s'écrire sous une forme plus habituelle, 1 plus 1 égale 2. Dans cette deuxième version, la notion d'arithmétique standard est implicite. Examinons d'autres énoncés. L'énoncé E2 dit que 1 est différent de 2. L'énoncé E3 dit que la somme d'un entier avec lui-même n'est pas toujours égale à cet entier. L'énoncé E4 exprime la commutativité de l'addition. Tous ces énoncés sont vrais dans l'arithmétique standard, mais peuvent être faux pour d'autres interprétations dans lesquelles les symboles fonctionnels suc, add et mul ont des sens différents. Nous allons maintenant découvrir ce qu'est une théorie incomplète, en commençant par un exemple évident, celui de la théorie vide. Pour démontrer qu'un énoncé est vrai dans l'arithmétique standard, on peut utiliser un outil génial, la notion de théorie. Une théorie qui modélise l'arithmétique standard, ou théorie de l'arithmétique standard, est un ensemble d'axiomes, c'est-à-dire de formules closes, qui sont toutes satisfaites par l'interprétation particulière du langage de Peano qu'on appelle arithmétique standard. Une telle théorie a nécessairement une infinité de modèles. C'est un des corollaires du premier théorème d'incomplétude. Et parmi ces modèles, il y a par définition l'arithmétique standard. Mais qu'est-ce que cela signifie exactement? Et quels sont ces autres modèles? Pour le comprendre, commençons par examiner un exemple qui fait figure de cas limite, la théorie vide. Cela peut paraître farfelu de dire que la théorie vide modélise l'arithmétique standard. En fait, elle la modélise de manière incomplète, et il s'agit du cas le plus extrême de théorie incomplète. C'est ce qui la rend intéressante dans notre cheminement vers la compréhension de la notion d'incomplétude. Voici une représentation graphique de la théorie vide. L'ensemble de ces modèles constitue une sorte de soupe primordiale mathématique qui contient toutes les interprétations possibles du langage de Peano. Il y a dans cet ensemble, dans cette soupe primordiale, une infinité d'interprétations pour lesquelles l'énoncé E1 est vrai, à l'intérieur du cercle bleu, et une infinité d'autres pour lesquelles cet énoncé est faux, puisque la théorie ne contient aucune information sur les propriétés de l'addition et de la multiplication standard, ni même sur les nombres auxquels ces opérations sont applicables. Pour cette théorie vide, l'ensemble des objets mathématiques auxquels on peut appliquer les fonctions désignées par add et mul
peut être n'importe quel ensemble, comporter un nombre fini ou infini d'éléments. Et les symboles add et mul peuvent représenter n'importe quelle fonction applicable à deux éléments de cet ensemble. Or, justement, parce qu'au moins un modèle de la théorie vide falsifie l'énoncé E1, cet énoncé n'est pas conséquence logique de la théorie vide, et donc ne peut pas être prouvé dans cette théorie. On dit que E1 est indécidable dans la théorie vide, ou encore que cet énoncé est indépendant de la théorie vide. Si vous trouvez évident qu'on ne puisse pas démontrer que 1 plus 1 est égal à 2 à partir d'une théorie qui ne donne aucune information sur l'addition, ni même d'ailleurs sur 1 et 2, vous avez parfaitement raison. Mais pourtant, certains énoncés du langage de Peano peuvent être déduits de la théorie vide. Il s'agit des formules valides du langage de Peano. Elles n'ont strictement aucun intérêt arithmétique. En voici une. Cet énoncé est parfaitement vrai dans l'arithmétique standard, mais cela découle uniquement de la sémantique des quantificateurs et connecteurs logiques. Pour démontrer des énoncés plus expressifs, il nous faut mettre des axiomes dans notre théorie. Ce qui nous amène à la cinquième étape, dans laquelle nous allons voir comment raffiner une théorie en y ajoutant des axiomes. Nous allons ajouter à notre théorie vide un premier axiome. Cet axiome retire en quelque sorte une infinité de modèles de la théorie vide. L'arithmétique standard est toujours modèle de la nouvelle théorie T1 obtenue, mais cela ne suffit pas pour démontrer l'énoncé E1 parce qu'il y a encore une infinité de modèles de la nouvelle théorie qui falsifient cet énoncé. Or, en logique du premier ordre, un énoncé est démontrable dans une théorie si et seulement si les conséquences logiques de cette théorie. C'est ce que nous dit le théorème de complétude que Gödel nous a offert en 1929, avant de publier 2 ans plus tard le théorème d'incomplétude qui nous intéresse aujourd'hui. Ces deux théorèmes ne sont pas incompatibles. Si vous n'avez pas encore compris pourquoi, cela ne devrait pas tarder. Nous allons à nouveau raffiner notre théorie en lui ajoutant un deuxième axiome. Je n'ai pas choisi ces axiomes au hasard, ils proviennent de la théorie de Peano, qui permet de démontrer de nombreux théorèmes. Avec ce deuxième axiome, l'énoncé E1 devient conséquence logique de la nouvelle théorie, et ceci quelle que soit l'interprétation du symbole suc, comme par exemple lorsque le successeur d'un nombre est toujours 0. Notre nouvelle théorie T2 a toujours une infinité de modèles, mais tous satisfont l'énoncé E1. Comme la logique du premier ordre est complète, on peut démontrer E1 à partir des axiomes de T2. On dit que E1 est un théorème de T2. Dans toutes les interprétations qui vérifient les axiomes de T2, add de suc de 0 et de suc de 0 est égal à suc de 0. Et c'est donc le cas pour l'arithmétique standard. La théorie T2 permet de prouver que 1 plus 1 égale 2. Il n'y a pas de quoi pavoiser, parce qu'on aurait pu établir ce résultat directement en utilisant notre algorithme d'addition, donc de manière constructive. Mais une théorie bien conçue permet de démontrer des énoncés plus complexes et plus généraux que celui-là. Or, la théorie T2 est encore trop incomplète pour être vraiment utile. Elle ne permet même pas de démontrer l'énoncé E2 qui, en arithmétique standard, dit que 1 est différent de 2. Il est temps de passer à la vitesse supérieure. Voici les 7 premiers axiomes de la théorie de Peano. Ils permettent de démontrer que 1 n'est pas égal à 2, ainsi que beaucoup d'autres choses, comme par exemple l'énoncé E3 qui nous dit que x plus x n'est pas toujours égal à x. Mais notre théorie est toujours incomplète. Par exemple, elle ne permet pas de démontrer la commutativité de l'addition, c'est-à-dire l'énoncé E4. Voici une représentation stylisée de l'intersection des ensembles de modèles des 7 axiomes de la théorie. Voici l'ensemble des modèles d'un énoncé qui est conséquence logique de cette théorie, donc décidable,
vrai dans l'arithmétique standard et démontrable dans la théorie. Et voici l'ensemble des modèles d'un énoncé vrai dans l'arithmétique standard, mais indécidable dans la théorie. Cette fois-ci, nous allons frapper très fort en ajoutant une infinité d'axiomes à notre théorie. Plus précisément, nous allons lui ajouter un schéma d'axiomes qui permet de fabriquer k axiomes à partir de toute formule phi ayant k variables libres, notées x1, x2, etc. jusqu'à xk. Les axiomes produits à partir de phi sont de la forme suivante, où n'importe laquelle des k variables peut jouer le rôle de x1. Ils sont appelés axiomes de récurrence car ils traduisent le principe de récurrence utilisé dans de nombreuses démonstrations mathématiques. La nouvelle théorie obtenue s'appelle théorie de Peano. Elle permet de prouver notamment la commutativité de l'addition, notre énoncé E4, mais aussi de très nombreux autres théorèmes de l'arithmétique standard. Mais elle n'est toujours pas complète. Il existe des énoncés vrais pour l'arithmétique standard qui sont indépendants de la théorie de Peano. En fait, il y en a même une infinité. Par exemple, il existe un énoncé de plusieurs pages qui dit qu'une certaine machine de Turing à 7918 états, décrite dans un article scientifique publié en 2016, ne s'arrête jamais. Cet énoncé est indépendant de Peano, mais aussi d'une théorie plus puissante appelée ZFC, qui sert de base à la plupart des théorèmes connus en sciences mathématiques, très au-delà du périmètre de l'arithmétique standard. Le premier théorème d'incomplétude nous dit que toute théorie récursivement axiomatisable modélisant au moins l'arithmétique standard, telle que par exemple Peano, est incomplète. Par récursivement axiomatisable, il faut entendre qu'il peut y avoir une infinité d'axiomes, mais qu'il existe un algorithme permettant d'énumérer tous les axiomes de la théorie. Mais comment interpréter ce résultat déroutant? Qu'est-ce qui empêche la logique du premier ordre de capturer toutes les propriétés de l'arithmétique standard, même avec une infinité récursivement énumérable d'axiomes? Essayons de voir comment ce verrou, qui voue toute théorie modélisant l'arithmétique standard à être incomplète, impacte les modèles de la théorie de Peano. Parmi ces modèles, il y a l'arithmétique standard et une infinité d'autres interprétations du langage de Peano qu'on appelle les arithmétiques non standards. Les domaines d'interprétation de ces arithmétiques non standards contiennent tous les entiers naturels plus des bestioles appelées hypernaturelles. L'addition et la multiplication de ces arithmétiques non standards se comportent comme l'addition et la multiplication standard sur les entiers naturels, mais elles peuvent aussi être appliquées à un naturel et un hypernaturel, ou encore à deux hypernaturels. Et ce sont les propriétés de ces opérations dans ce genre de situation qui peuvent rendre faux certains énoncés qui sont vrais dans l'arithmétique standard. Mais alors, les coupables sont-ils les hypernaturels? Sont-ce eux qui empêchent les théories modélisant l'arithmétique standard d'être complètes? Ce n'est pas si simple. Si on retire de la théorie de Peano et de son langage le symbole mul et les deux axiomes de la multiplication, on obtient une théorie qui modélise une arithmétique simplifiée, dans laquelle il n'y a pas de multiplication. Or, cette théorie dite de Presburger est complète. Elle permet de démontrer tout énoncé vrai dans l'arithmétique restreinte à l'addition standard. Les arithmétiques non standards, modèles de la théorie de Peano, sont aussi des modèles de la théorie de Presburger si on leur retire la multiplication. Leurs domaines d'interprétation contiennent donc des hypernaturels, mais qui sont en quelque sorte transparents quand on se limite à la modélisation de l'addition, alors qu'ils deviennent gênants lorsqu'on veut aussi modéliser la multiplication. Voici une allégorie qui illustre la quête impossible d'une théorie complète de l'arithmétique standard. Imaginez une soupe constituée de très nombreuses molécules, dont celle de l'eau et du sucre de cuisine.
pour tenter d'obtenir de l'eau sucrée, on utilise des filtres, les axiomes, qui laissent passer l'eau sucrée. Malheureusement, tous les filtres dont on dispose laissent aussi passer d'autres molécules. Après chaque filtrage, on a une solution contenant de l'eau, du sucre et encore plein d'autres choses indésirables. Quel que soit le nombre de filtres, on ne parviendra jamais à obtenir une eau sucrée parfaite, tout comme l'ajout d'axiomes à une théorie modélisant l'arithmétique standard ne permettra jamais d'en cerner toutes les propriétés. Mais tout de même, lorsque j'essaye de comprendre une notion mathématique, je me place dans la situation du lieutenant Colombo quand il mène une enquête. Je rassemble des indices, j'essaye d'observer chaque fait sous différents angles, d'interroger des spécialistes qui répondent rarement à mes messages. Je fais des hypothèses, des expériences de pensée, jusqu'à ce que les pièces du puzzle s'assemblent parfaitement dans mon esprit. Et là, dans cette affaire de théorie de Peano qu'on ne pourra jamais raffiner suffisamment pour capturer les propriétés de l'arithmétique élémentaire, il y a un truc qui m'a chiffonné un certain temps. Pourquoi vouloir fabriquer de l'eau sucrée en filtrant une infâme saumure, au lieu de mélanger bêtement de l'eau et du sucre? En fait, il y a une bonne raison. Essayons de supprimer d'autorité les hypernaturels des modèles de la théorie de Peano. Pour cela, on impose que le domaine d'interprétation des axiomes soit grand N. On remplace donc dans chaque axiome pour tout x par pour tout x appartenant à grand N. Et il existe x par il existe x appartenant à grand N. Avec cette restriction, notre théorie n'a plus qu'un seul modèle, l'arithmétique standard. Et donc tout énoncé vrai pour l'arithmétique standard est conséquence logique de cette théorie. Mais il y a un problème, c'est qu'on a changé de logique. Nos axiomes améliorés ne sont plus des formules de la logique du premier ordre, mais d'une restriction qui impose grand N comme domaine d'interprétation. Et cette nouvelle logique est incomplète. Nous avons échangé une logique complète, mais dans laquelle toute théorie modélisant l'arithmétique standard est incomplète, contre une logique n'ayant que des systèmes de preuves incomplets qui permettent de démontrer exactement les mêmes énoncés arithmétiques. C'est juste une autre manière de se retrouver face au même problème. Nous arrivons au terme de cette vidéo et je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'ici car la réalisation de tout le parcours depuis la logique propositionnelle jusqu'à la notion d'incomplétude m'a demandé des centaines d'heures d'enquête et de réflexion pédagogique. Il y a sans aucun doute des aspérités dans ce que je vous ai dit, mais j'ai tenté de présenter les notions abordées d'une manière qui m'aurait permis de les comprendre plus vite si j'avais eu ce genre d'enseignement. J'espère vous avoir donné des clés de compréhension qui vous permettront, au cours de vos propres explorations et enquêtes, de mieux cerner les possibilités et les limites de la logique du premier ordre.